Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'être toutes et tous présents. C'est le troisième épisode de la saison 2 des cafés du réseau Capter. Le dernier avant évidemment l'été et les grandes vacances, bien méritées pour celles et ceux qui en prennent. On se retrouvera évidemment à la rentrée, mais avant de parler de la rentrée, on va donc quand même essayer de bien finir l'année. On va bien la finir forcément puisqu'on a Delphine du Cœur Joli que je vais vous présenter dans quelques instants, qui est avec nous donc pour ce dernier café de l'année. Juste avant de lui passer la parole, je vous rappellerai juste, mais je pense qu'à force de vous le dire et que vous soyez littéralement assaillis par mes différents posts et informations, donc je vous rappellerai juste qu'on a un gros événement qui se prépare à la rentrée, en l'occurrence, enfin à peu près un mois après la rentrée, les 1er et 2 octobre, hein, avec les ateliers de l'eau qui se dérouleront à Cluny. Le site est ouvert, il est donc sur notre, enfin, les pages consacrées à cet événement sont sur notre site, vous pouvez les retrouver avec d'ores et déjà un petit bout de programme, les intervenants qui seront présents, des ateliers de l'eau qui seront placés donc sous le signe de la gouvernance locale et du dialogue territorial. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants avec Delphine. Et par ailleurs, les inscriptions donc sont aussi ouvertes. Donc n'hésitez pas, on n'est pas encore complet, hein, loin de là. Allez, on va pas faire de fake news, on n'est pas du tout complet encore. Donc voilà, n'hésitez pas en tous les cas. Et puis si vous avez des demandes d'informations ou autres, hein, vous m'appelez sans problème, vous m'envoyez un petit mail. Voilà, c'était juste la petite annonce que je voulais vous faire avant l'été. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à Delphine Ducœur-Joly, donc, qui est avec nous, qui est chargée de mission territoire bio à la Fédération pardon, nationale de l'agriculture biologique, la FNAB. Donc Delphine va nous présenter dans un premier temps la mission qu'elle occupe, donc autour de territoire bio à la FNAB. Et puis ensuite, on parlera du réseau pardon, territoire bio pilote, justement. Et pour terminer, un petit détail sur le programme, un petit détour par le programme du dialogue territorial et captage prioritaire, donc que Delphine présentera et évoquera avec nous. Et puis donc 30 minutes à peu près de présentation. Et ensuite, comme d'habitude, là aussi, hein, 30 minutes de discussion, de questions autour de ce troisième café et donc de ce que nous présentera Delphine. Delphine, je te cède la parole et je disparais le temps de ta présentation. Très bien, merci beaucoup Antoine pour la petite introduction. Je salue tous les participants, participantes à ce café. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vais d'abord partager mon écran. Voilà, je pense que tout le monde voit bien. Ok, super. Donc voilà, donc j'ai été sollicitée aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait à la Fédération nationale d'agriculture biologique sur la dimension, on va dire, relation avec les collectivités locales d'une part, et puis sur la question aussi de l'eau d'autre part. Donc pour commencer, je voulais simplement vous présenter un peu ma mission à la FNAB. Donc c'est un poste qui a été créé, donc ça s'appelle le poste mission territoire, en raison du fait que de plus en plus de collectivités se saisissent des questions agricoles et alimentaires aujourd'hui. Donc ça, c'est très net. On va dire que la question du développement agricole et des systèmes alimentaires était beaucoup entre les mains de la profession, on va dire, agricole. Et de plus en plus, voilà, on a des collectivités qui, en raison des nombreuses compétences dont elles disposent, commencent à jouer un rôle déterminant dans de nombreux projets. Et en fait, pour nous, à la FNAB, vous êtes, les collectivités, des acteurs incontournables aujourd'hui et des partenaires privilégiés pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous faites la voix de la société civile, vous représentez les intérêts de l'ensemble des administrés, et donc c'est une posture tout à fait intéressante pour nous qui permet d'agréger des points de vue qui ne sont pas ceux uniquement du monde agricole. Vous avez en raison du mandat électif, une légitimité pour agir en faveur de la protection des biens communs. Donc, quand je dis biens communs, hein, c'est préservation de l'eau, préservation des sols, préservation de la biodiversité, des forêts, etc. Donc, voilà, c'est véritablement cette représentation de la société civile qui justement, vous oblige les collectivités à travailler ces questions-là. Et puis, les actions menées par les collectivités aujourd'hui, c'est intéressant pour nous parce qu'il y a un effet potentiellement structurant. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus à l'échelle de la parcelle, mais on travaille à l'échelle d'un territoire. Et ça permet, dans certains cas, de promouvoir un changement d'échelle dans les actions qui sont mises en œuvre.
Donc voilà, pour nous, vraiment, les collectivités sont des partenaires prioritaires et très importants. Mais voilà, en les côtoyant, on s'est rendu compte qu'elles avaient besoin d'un appui pour véritablement engager des actions ambitieuses en faveur de l'agriculture biologique. C'est pas toujours, tout n'est pas simple pour les collectivités qui souhaitent s'engager dans la transition agricole et alimentaire. Et le réseau de la FNAB est là pour justement accompagner les collectivités qui le souhaitent. Voilà, donc là, un petit rappel sur le rôle des collectivités hein, dans les projets de transition, et on voit que c'est véritablement euh, enfin, que les leviers d'action sont nombreux au niveau des compétences et que le type d'intervention est varié. Donc, les collectivités, elles interviennent soit en facilitateur dans les projets, soit en partenaire, partie prenante, soit en donneur d'ordre, on le verra notamment parfois sur la question de l'eau, et évidemment comme financeur aussi dans certains projets. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui tous les champs d'intervention qui sont couverts par les collectivités. Donc là, je passe rapidement, hein, c'est juste pour vous rappeler, mais vous le savez, qu'aujourd'hui, les collectivités s'investissent aussi bien sur des questions de stratégie foncière, d'installation de producteurs bio, travaillent sur la pérennité des fermes en déployant tout un tas de dispositifs d'aide notamment. Les collectivités peuvent avoir un rôle aussi sur la structuration de filières de territoire, donc elles peuvent s'impliquer aux côtés des acteurs des filières pour aider à construire par exemple une nouvelle filière sur un nouveau produit sur son territoire. Il y a beaucoup de questions autour de la restauration collective, de l'accessibilité alimentaire aussi qui sont travaillées aujourd'hui par les collectivités. De plus en plus, il y a des choses autour du climat qui émergent, avec par exemple les PCAET qui permettent aux collectivités d'inscrire un peu des fiches actions autour de la préservation, de la lutte contre le dérèglement climatique. Évidemment, il y a toute la question de la gestion de l'eau, aussi bien la gestion qualitative que la gestion quantitative. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi en termes de sensibilisation, communication auprès du grand public notamment, qui peuvent être menées par les collectivités. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que moi, sur mon poste, eh bien, je travaille avec les collectivités locales sur toutes ces questions-là et que l'objectif de la mission, c'est de favoriser la montée en compétences des chargés de mission territoire du réseau de la FNAB. Parce que bon, je ne l'ai pas rappelé, hein, mais la FNAB, c'est un réseau national. Donc la FNAB, c'est la tête de réseau, mais on coordonne les groupements régionaux et les groupements départementaux d'agriculture biologique. Et en tant que tête de réseau, eh bien, on fait de la mutualisation d'outils, on travaille en collaboration quotidienne pour repérer quelles sont les thématiques montantes dans les territoires et qu'il faudrait réussir à travailler, à expertiser, etc. Donc, moi, en tant que chargée de mission territoire, je travaille avec l'ensemble des chargés de mission du réseau de la FNAP qui ont aussi cette compétence d'aller travailler aux côtés des collectivités locales et ensemble, on partage tout un tas d'outils, de compétences, d'expériences. Il y a aussi l'idée de faire reconnaître l'expertise du réseau de la FNAB auprès des collectivités, puisque les collectivités travaillent généralement avec des bureaux d'études, travaillent avec des partenaires localement, et le réseau de la FNAB n'est pas toujours identifié comme un partenaire pouvant travailler aux côtés des collectivités sur notamment la question, enfin, tous les aspects qu'on a vus précédemment, foncier, restocos, etc. Donc, le réseau est à la disposition des collectivités. Nous avons un site internet, hein, fnap.org, où vous pourrez trouver les contacts dans toutes les régions de France. Voilà, alors l'idée ensuite, bien évidemment, c'est de renforcer la compétence, l'ingénierie des collectivités qui souhaitent développer la bio sur leur territoire. Donc là, c'est pareil, on développe tout un tas d'outils pour permettre aux collectivités de progresser dans leur démarche en faveur de l'agriculture biologique sur leur territoire. Donc notamment, on s'appuie beaucoup sur un réseau qui est le réseau des territoires biopilotes, dont je dirai un mot tout à l'heure, qui sont pour nous un pool de démonstrateurs en fait, qui permettent d'inspirer d'autres territoires qui souhaitent eux aussi, progresser sur la question de l'agriculture biologique. Voilà, et in fine, l'objectif de tout ça, c'est la mise en place de politiques publiques qui soient réellement ambitieuses et structurantes en faveur de la bio. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime dans tout ce qu'on fait au niveau du réseau de la FNAP sur ce volet territoire, c'est d'aboutir à des documents de planification, à des outils de politique publique qui soient véritablement en faveur de la bio dans les territoires. Ce que je propose, c'est que je termine la petite présentation là, de ma mission, et puis s'il y a des questions, je pourrais les prendre peut-être au fur et à mesure. Alors, quels sont les moyens qui sont déployés au niveau de la FNAB pour réussir à faire tout ça sur le volet territoire? Bon, on a voilà, l'animation du réseau des chargés de mission territoire, l'animation du réseau des territoires biopilotes. On mène aussi beaucoup d'actions de communication. On a une newsletter territoire qui paraît tous les mois. On a un site dédié à la dimension territoriale des projets de développement de la bio qui s'appelle territoirebio.fr. On est actif sur les réseaux sociaux, on travaille aussi nos relations presse, donc ça c'est important pour nous.
On a tout un tas de publications que vous pouvez trouver sur notre site internet qui donnent notamment des outils aux collectivités pour agir chez elles. On organise des formations pour les collectivités locales et pour le réseau des chargés de mission du réseau de la FNAB. On travaille, voilà, on a un programme un petit peu à part que je vous présenterai tout à l'heure, qui est le programme dialogue territorial et captage prioritaire, qui est mené avec l'école du dialogue territorial, mais donc j'en dirai un mot. Et puis, bien sûr, en tant que tête de réseau, on fait le lien avec l'Europe, les ministères. On est un peu à l'interface entre ce qui se passe dans les territoires et ce qui se passe à un niveau macro, à un niveau national et européen. Voilà, donc on est une équipe de 21 salariés. Donc moi, mon poste est quand même en transversalité. Mais après, j'ai des collègues qui travaillent véritablement sur chaque thématique. Par exemple, collègues sur le foncier, sur la restauration collective, sur les affaires européennes, sur la biodiversité, sur le climat, etc. Et mon poste me permet quand même de rester en prise avec l'ensemble de ces sujets, mais avec cette porte d'entrée qui est véritablement l'action publique, on va dire. Alors juste pour terminer sur cette partie-là de ma présentation, c'était pour vous dire un petit peu ce que j'observe de ma petite lorgnette, hein, qui est chargée de mission à la FNAB, des difficultés que je considère comme pas principales, mais en tout cas des difficultés importantes qu'ont les collectivités dans le déploiement de politiques publiques ambitieuses en faveur de la bio. Donc j'ai envie de dire déjà, il y a la crise actuelle du marché de la bio qui freine quand même les velléités des élus locaux en faveur de la bio. Donc ça, c'est sûr qu'on n'est pas aidé en ce moment par ce qui se passe suite à la guerre en Ukraine, suite au contexte inflationniste, la chute du pouvoir d'achat des consommateurs. Là, c'est historique. Cette année, on a perdu des surfaces en bio en France. On a perdu 54 000 hectares, ce qui est complètement... Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la bio. Habituellement, on avait plutôt des bons taux de croissance. Bon, en fait, la crise était un peu là depuis 2021, mais a été masquée un peu par le Covid, etc. Et donc, voilà, il y avait une tendance un peu à la baisse qu'on observait déjà. Mais là, véritablement, les chiffres 2023 qui viennent de sortir confortent le fait que là, on est en phase de régression des surfaces. Alors, pour nous, c'est évidemment c'est très dur à vivre parce que concrètement, ça veut dire des terres qui étaient en bio et qui potentiellement demain seront de nouveau en chimie. Et donc, évidemment, c'est pas, ça va pas pour nous dans le bon sens euh, considérant les urgences qu'on a à gérer au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de l'effondrement de la biodiversité, etc., etc. Donc, en raison du contexte, voilà, les collectivités sont un peu frileuses pour agir en ce moment. On a aussi des difficultés à avoir une vision commune à l'échelle des territoires, parce qu'évidemment, il y a tout un tas d'acteurs hein, qui gravitent sur ces territoires avec des visions différentes, avec voilà, des façons d'appréhender la transition qui ne sont pas toujours pareilles. Et donc, c'est difficile aussi parfois de se mettre en marche sur son territoire parce que il n'y a pas de vision partagée, co-construite avec les acteurs qui va dans un sens clairement défini. Donc ça peut être un frein majeur. Après, on le sait, vous avez à manipuler tout un tas d'outils qui sont parfois complexes et qui nécessitent voilà, des expertises juridiques, techniques, pour mettre en cohérence et articuler tous ces outils. Donc j'ai fait exprès de mettre une liste un peu à rallonge, effrayante, mais ça montre bien quand même la complexité de la chose. Donc on a les PAT, les PCAET, les PTGE, les SCOT, PLUI, les ORE, les AP, les PAEN, enfin, les SDAGE, les MAEC, on a toutes les questions autour de la commande publique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'outils à manipuler et ça peut se révéler très complexe. Ce qu'on constate aussi dans les collectivités, c'est que c'est pas toujours facile de se mettre en mode projet parce qu'il peut y avoir voilà, des lourdeurs administratives, il peut y avoir une difficulté à décloisonner les services de la collectivité pour se mettre en marche sur un projet qui est transversal, systémique, qui nécessite une approche globale des problématiques. Il y a aussi la question des arbitrages politiques qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les légitimités en jeu. Donc, on a des rapports de force qui sont installés dans les territoires et les arbitrages, parfois, sont non pas le fruit d'une concertation, mais plutôt le fruit d'un rapport de force, comme on a pu le constater avec la crise agricole, notamment ces derniers mois. Et puis, des instances de gouvernance qui ne sont pas toujours adaptées, justement, pour répondre aux enjeux, pour assurer la prise de parole de tous, de tous les usagers, assurer un juste euh, oui, que tout le monde ait voix au chapitre. Donc voilà, la gouvernance dans les projets de transition, elle est très importante. Il faut toujours se demander qui on met autour de la table et parfois, voilà, les personnes qui sont conviées pour les prises de décision ne sont pas toujours celles qui sont en première ligne ou concernées. Et puis, bien sûr, il y a la question des moyens humains et financiers hein, pour conduire ces projets. Évidemment, même si on a une ambition forte pour la bio sur un territoire, si on n'a pas en face des moyens d'animation, des moyens suffisants pour mettre en œuvre concrètement les actions, eh bien, évidemment, ça ne produit pas les effets escomptés. Delphine? Voilà, donc là, j'ai Delphine? terminé. Oui, Delphine?
Alors, Oui, j'avais une petite question dans le chat, donc juste avant que tu fasses la transition sur ta deuxième partie, j'avais Cassandra Gourdin qui nous demandait est-ce qu'on savait pourquoi les agriculteurs repassent en fait, rebasculent côté conventionnel ou en tous les cas abandonnent le bio. et oui, c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à écouler leurs marchandises. En ce moment, on a des stocks de produits bio qui ne sont plus, si vous voulez, le pouvoir d'achat a baissé, les ventes se sont complètement rétractées dans les grandes surfaces notamment. Donc aujourd'hui, il y a de la production qui ne s'écoule pas et des produits qui sont vendus moins cher qu'en conventionnel. Donc voilà. En fait, si vous voulez, il y a des coûts de production qui sont supérieurs, il y a des efforts à fournir qui sont bien supérieurs au niveau des pratiques. Et aujourd'hui, il n'y a plus de rémunération en face. Alors, excepté les circuits courts s'en sortent mieux, la vente directe, etc., parce que voilà, des clients fidèles, etc., un soutien direct aux producteurs qu'on connaît. Mais la réalité de la bio, c'est qu'il y a aussi d'autres circuits de distribution où il y a, enfin voilà, qui sont les magasins spécialisés, la grande distribution. Et bien tout simplement, d'ailleurs, vous l'avez peut-être observé dans les rayons de vos supermarchés, il y a des produits bio qu'on ne trouve plus. Je prends l'exemple chez moi, là où j'habite, il n'y a plus de poulet bio, par exemple. Voilà, ils ont supprimé cette référence, on ne sait pas pourquoi. Donc en plus, il y a eu cet effet-là aussi, c'est-à-dire que les grandes surfaces ont parfois été... elles ont déréférencé des produits avant même que la demande soit réellement baissée à hauteur du déréférencement des produits. Donc voilà, il y a eu tout un ensemble de choses. Donc, première raison de la déconversion des agriculteurs, c'est des produits qui sont vendus trop peu cher et qui ne sont plus écoulés pour certains. Les produits en crise, c'est aujourd'hui le lait et des céréales, principalement. Voilà. Après, ce qui a fait du tort, en fait, hein, je peux vous dire rapidement pourquoi, en fait, on en arrive à ça, c'est que les soutiens publics en faveur de la bio ont considérablement baissé depuis la dernière programmation PAC. C'est-à-dire qu'on a perdu à peu près 63% d'aide à la bio par rapport à ce qui existait avant. On a perdu l'indomaintien. L'éco-régime, qui est sur le premier pilier de la PAC, a été revu à la baisse pour les bio. Donc ça aide pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une politique agricole commune favorable et qui soutienne l'agriculture biologique. Après, on a eu aussi une concurrence des autres labels. HVE, par exemple, a fait beaucoup de mal à la filière bio, puisque le terme haute valeur environnementale laisse penser qu'à prix équivalent d'un autre produit conventionnel, on peut avoir un produit qui a haute valeur environnementale. Alors qu'en fait, le cahier des charges est beaucoup moins disant par rapport à celui de la bio. Donc ça a créé une confusion dans l'esprit des consommateurs et ça a été clairement défavorable à la bio. Et puis ce qu'on note aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne de communication institutionnelle forte. Donc là, le ministère a débloqué des fonds supplémentaires pour communiquer sur la bio. Mais c'est pas que ça arrive trop tard, mais c'est que voilà, jusqu'ici, il n'y avait pas des efforts de communication très importants mis sur l'agriculture biologique. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est principalement un soutien insuffisant des pouvoirs publics sur ce mode de production qui pourtant génère des externalités positives qui permet de limiter un certain nombre de coûts, hein, comme le coût de la dépollution de l'eau, par exemple. Et malgré tout, c'est pas du tout un mode de production qui est soutenu plus qu'un autre dans la politique agricole commune. Voilà, je pense avoir répondu, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir. Je te dis ça au fur et à mesure. Là, c'est bon, il n'y a plus de questions? Là, pour l'instant, on peut y aller. Ok, Et tu as un merci de Cassandra. Voilà. très bien. Alors, en deuxième partie, je voulais vous présenter le réseau des territoires biopilotes. Donc, bon, je vais aller assez vite, hein. Là, vous avez une photo d'un séminaire qui s'est tenu à Montpellier, puisque nous avons Montpellier Métropole dans notre réseau des territoires biopilotes. Donc, c'est un réseau d'une trentaine de collectivités qui sont de toute la France, qui sont engagées de façon un peu plus forte, on va dire, que la moyenne nationale, en faveur de la bio. Donc, on a des communautés de communes, des métropoles, des parcs naturels régionaux, des syndicats d'eau. Et l'idée, donc ces collectivités, elles investissent généralement tous les champs thématiques que je vous ai montrés tout à l'heure pour travailler la question du développement de la bio. Voilà, la différence, c'est qu'en général, elles sont un peu plus avancées, on va dire. Alors évidemment, hein, c'est pas des collectivités exemplaires, c'est très compliqué parce qu'une collectivité, c'est des élus très différents, c'est parfois plusieurs communes à l'intérieur de la Comcom, etc. Donc, quand on dit une collectivité, c'est jamais si simple et si monolithique en fait que ça, mais néanmoins, c'est des collectivités qui ont clairement inscrit dans des documents, dans des délibérations, dans des textes de politique cadres, qui ont inscrit des choses assez fortes sur le développement de la bio. Et donc, nous, on travaille avec ces collectivités, on échange avec elles, et pour nous, en fait, c'est des démonstrateurs, comme je vous disais, que le passage à la bio sur un territoire est possible, que certains l'ont fait. Et en fait, on passe au crible un peu tous les outils qui ont été mobilisés, les leviers qui ont été mobilisés par ces collectivités. Et ensuite, on les montre
au travers de nos sites internet, au travers de nos publications, etc. On met en valeur en fait ces initiatives de façon à ce que d'autres territoires qui sont bloqués sur un point ou sur un autre puissent trouver des ressources auprès de nos collectivités pilotes de leviers d'action efficaces pour avancer sur la bio. Donc, euh, donc, je vous invite à regarder sur notre site territoire bio. .fr, vous avez une description de nos territoires biopilotes, des fiches expérience, de ce qu'elles font. Et régulièrement, sur la newsletter qu'on publie tous les mois, on donne par exemple la parole à un élu de nos territoires biopilotes. Donc voilà, on a instauré ça tous les mois. On donne la parole à un des élus de ces collectivités-là et qui vont un petit peu détailler leur vision pour la bio, les actions principales qu'ils mettent en place, comment ça se traduit concrètement dans les délibérations, dans les documents cadres des politiques publiques. Et tout ça, ça permet véritablement bah, d'inspirer, c'est vraiment ça, c'est d'inspirer des collectivités moins avancées et de les rassurer sur le fait que c'est possible. Et puis, au-delà de ça, le réseau, c'est quand même un réseau d'entraide, de solidarité. Les territoires biopilotes échangent entre elles, ont plaisir à se retrouver à chaque fois, avancent ensemble, progressent. Et parfois, on est amené à traiter des sujets qui nous sont remontés par les uns ou par les autres. Là, en ce moment, on travaille beaucoup sur la question des paiements pour services environnementaux. Puisque justement, on n'a plus d'aide publique en faveur de la bio, ou en tout cas des aides très insuffisantes, nos collectivités locales voudraient en fait compenser l'absence d'aide d'État par des aides locales, on va dire, basées sur une reconnaissance des services rendus par les agriculteurs bio à la collectivité. Donc des services rendus en termes de qualité de l'eau, des services rendus en termes de préservation de la fertilité des sols, en termes de biodiversité, etc. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. C'est pas simple parce que pour que les collectivités puissent mettre en place des aides directes aux agriculteurs, il faut nécessairement s'inscrire dans un régime cadre validé au niveau européen, en tout cas déposé, enfin validé au niveau national et puis ensuite reconnu au niveau européen. Et voilà, donc c'est pas évident, mais juste pour vous signaler que dans mes territoires de pilote, j'en ai quand même beaucoup qui, si on arrive à mettre en place ce cadre, demain sont prêts à mettre en place des aides directes pour sauver leurs agriculteurs bio sur leur territoire. Et ce qui est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette idée de la rémunération pour services environnementaux, mais il y a aussi pour les collectivités de se dire, attention, la bio est en crise, on est en train de perdre des surfaces bio sur nos territoires. Et comment, moi, collectivité locale, je peux réussir à endiguer ce recul sachant que c'est des collectivités qui se sont engagées vachement aux côtés de leurs agriculteurs. Et pour elles, c'est aujourd'hui un peu un drame de voir les agriculteurs revenir en arrière. Donc, je vois par exemple, on a Douaisis Agglo dans le nord de la France qui est très, très moteur pour développer ces aides directes sur un territoire où il n'y a déjà pas beaucoup d'agriculture biologique, parce que c'est un contexte comme ça localement qui est pas évident. Mais elle a le souhait justement que les agriculteurs bio en place puissent se maintenir malgré la crise qu'on connaît aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Donc concrètement, bien, on se réunit régulièrement en visio ou en présentiel. On a un fil de discussion où on peut s'échanger des informations. On a des rencontres, oui, qui durent une journée et demie, où là, on va sur un des territoires pilotes pour aller faire des visites, etc. On construit des groupes de travail selon les sujets qui intéressent nos collectivités. Et puis après, voilà, il y a toute la partie valorisation des bonnes pratiques qui est fondamentale montrer aux autres ce que font nos territoires pour leur donner envie de se mettre dans leur lignée, quoi. Voilà, donc là, vous retrouverez sur cette slide le lien vers le site internet. Et puis, voilà, on vous invite à vous abonner à la newsletter. Donc, la newsletter, elle est accessible. En fait, quand vous vous connectez sur le site territoirebio.fr, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vous conseille de vous inscrire parce que c'est en gros toute l'actualité de la FNAB sur les questions territoire, collectivité sont retranscrites tous les mois sur cette newsletter. Donc, ça permet voilà, d'avoir quand même le gros des actualités qui se jouent en tout cas à la Fédération nationale d'agriculture biologique. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie territoire biopilote? Alors, je vois rien dans le chat, mais vous n'hésitez pas effectivement à poser des questions au fur et à mesure ou les garder précieusement pour la fin de l'intervention de Delphine. Vous levez aussi la main dans votre petit module qui a juste en bas. Je suppose que vous avez la même chose que moi. Mais là, non, j'ai pas de questions. Il y a Jean-Philippe, hein, mon collègue, donc webmaster, qui a remis dans le chat le lien également vers effectivement le site Territoire Bio, et puis on le remettra aussi
et évidemment le site internet d'Alter. Bref, on communiquera largement sur Territoire Bio, n'aie crainte, Delphine. Très bien. Alors, oui, alors c'est vrai que vous m'aviez demandé aussi de parler un petit peu de la position de la FNAP sur la... Bon, là, on va passer sur la partie eau. Alors, effectivement, juste pour vous dire qu'à la FNAB, on travaille aussi bien sur la gestion qualitative de la ressource en eau que sur la gestion quantitative. Sur la gestion quantitative, c'est un peu plus récent, puisque vous vous en doutez, euh, en fait, ce qui s'est passé, enfin, bon, les phénomènes de sécheresse ou au contraire de pluie extrême sont en train de se, enfin, ces épisodes-là sont de plus en plus à répétition, sont de plus en plus, on va dire, ont des effets de plus en plus dramatiques en fait dans les territoires. Et donc, il y a un an, la FNAB a embauché une personne à temps plein sur la question de l'eau. Et ce qui l'occupe beaucoup en ce moment, c'est justement de travailler cette question de la gestion quantitative sur laquelle la FNAB n'était pas très présente jusqu'ici. Et les événements récents autour des bassines, autour voilà, de certaines zones géographiques où en fait on a des agriculteurs qui sont véritablement en train de mettre la clé sous la porte pour des raisons d'incapacité à s'adapter à la sécheresse et avec des effets vraiment terribles hein, à certains endroits, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà, toute cette actualité récente a nécessité le fait de travailler beaucoup plus sur la question de la gestion quanti. Et donc, c'est mon collègue Clément Charbonnier à la FNAP qui travaille là-dessus. Donc, après, sur la gestion qualitative, pour nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien à la FNAB, puisque évidemment, le lien, on va dire, entre développement de l'agriculture biologique et préservation de la ressource en eau sur le plan qualitatif, le lien se fait assez naturellement, puisque le cahier des charges interdit l'usage des engrais chimiques de synthèse et des pesticides chimiques de synthèse. Et de ce fait, la bio a longtemps été vue comme une solution efficace pour préserver la qualité de l'eau, notamment sur le captage d'eau potable. Et d'ailleurs, le réseau des territoires biopilotes, au départ, s'appelait le réseau Bio et Eau, territoire bio et eau. Et c'était un réseau de territoires qui avait engagé des actions en faveur de la bio pour préserver la ressource en eau. Et puis après, on a élargi ce réseau des territoires biopilotes à en fait tout type d'action autour du développement de la bio dans les territoires, parce qu'en fait, on s'est dit, bah, finalement, il n'y a pas que les enjeux eau, il y a plein d'autres enjeux de santé publique, d'économie locale, de préservation du foncier, etc. Et donc, le réseau est devenu euh, un réseau de territoires engagé sur toutes les dimensions thématiques. Mais voilà, donc sur l'aspect quali, c'était assez évident ce lien et on mettait très souvent en avant voilà, les bénéfices de la bio sur la qualité de l'eau. Mais par contre, on n'avait pas forcément travaillé cette question de la gestion quantitative et de comment la bio peut apporter des choses sur ce volet-là et aussi comment on peut accompagner nos agriculteurs qui souffrent aussi hein, parfois de la sécheresse ou d'autres problématiques climatiques. Voilà, donc là, ce que je vais juste vous présenter en 3 slides la position de la FNAB sur la manière qu'on estime être la plus pertinente pour gérer la question de la, enfin pour, oui, pour traiter de la question de la gestion quantitative de l'eau. Alors, je me fais le porte-parole de mon collègue Clément, donc c'est pas moi qui suis ce dossier, mais il faut savoir qu'en janvier 2024, les administrateurs de la FNAB ont réfléchi à ce qui serait de bonnes préconisations pour l'ensemble du réseau. Parce qu'en fait, à la FNAB, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que la gouvernance de la FNAB, c'est des agriculteurs bio dans les conseils d'administration. Et dans le conseil d'administration de la FNAB, on a un représentant de chaque région. Et dans les groupements régionaux, on a pareil des représentants de chaque département. Et en fait, sur des sujets d'importance, des sujets d'actualité, des sujets polémiques, régulièrement, on demande à la FNAB de prendre une position. Donc cette position, elle est travaillée au sein de commissions qui sont mises en place à la FNAB. Et donc là, en l'occurrence, on a une commission eau qui travaille, voilà, qui est composée d'agriculteurs du réseau de la FNAB et qui fait des propositions pour ensuite éventuellement une validation en CA de la FNAB sur une position qui est ensuite diffusée, qui est portée à connaissance du réseau pour que chacun porte un peu les mêmes messages. En fait. Ça permet d'harmoniser nos messages. Donc voilà, donc là je vous présente la position qui a été prise en janvier. Donc en fait, la position d'AFNAB là-dessus, c'est d'une part la question de la gouvernance qui est fondamentale, adapter la gouvernance de la gestion de l'eau. Donc là-dedans, on retrouve tout ce qui concerne le fait d'améliorer, de rendre public la connaissance sur la disponibilité de la ressource et les prélèvements, d'avoir un cadrage clair sur les volumes prélevables, d'avoir une gouvernance locale partagée et publique de la ressource. Donc que ce soit bien précisé, qui on met autour de la table aussi,
Et puis voilà, justement, la nécessité d'une représentation de la pluralité des voies agricoles. Donc bien évidemment, nous, on demande à ce que l'agriculture biologique ait toute sa place dans toutes les instances là, qui sont en train d'être mises en place autour de la gestion quantitative de l'eau. Donc voilà, donc cette question de la gouvernance, pour nous, elle est déterminante et c'est une des principales revendications de la FNAB, de revoir la composition, le fonctionnement euh, oui, de ces instances de gouvernance autour de la gestion quantitative. Après, bien évidemment, il y a toute la question des pratiques. Nous, on est convaincus qu'en changeant les pratiques agricoles, on pourra demain s'adapter à des ressources en eau qui diminuent. Donc là, évidemment, il y a l'idée de généraliser les pratiques agronomiques qui favorisent la rétention de l'eau dans le sol, de recourir à des variétés, des cultures, des espèces adaptées à ces nouveaux contextes climatiques, à promouvoir des systèmes économes. Par exemple, les systèmes herbagés en élevage sont, du fait des prairies qui retiennent extrêmement bien l'eau, etc., sont évidemment des systèmes vertueux du point de vue de l'adaptation aux problématiques de la ressource en eau. On demande aussi à ce que la recherche publique soit mobilisée hein, pour justement travailler sur des variétés adaptées, des systèmes de culture pertinents qui ont fait leurs preuves dans ce contexte nouveau. Il y a l'idée aussi de la diversification des productions. Nous, on est convaincus à la FNAP que la diversification, c'est très important, évidemment pour la biodiversité, évidemment pour limiter les risques. Si une culture est vulnérable, eh bien, le fait d'avoir des rotations diversifiées, ça permet aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis bon, ne serait-ce que la rotation déjà des cultures est quelque chose de très intéressant, même pour la nature des sols, la structure des sols. Et puis, on défend aussi l'idée de dire les acteurs des filières doivent aussi se mettre en mouvement pour, pour qu'on puisse adapter effectivement les productions, mais que derrière, elles soient effectivement mises en marché, qu'elles trouvent des débouchés. Et donc, il y a un effort à fournir, pas uniquement du côté de l'agriculteur, mais aussi sur l'ensemble des acteurs des filières. Ça, c'est pour nous très important. Il n'y a pas de raison que toute cette problématique du changement climatique ne repose que sur les agriculteurs. Il faut que chacun, là où il se trouve, fasse son travail aussi pour des filières plus résilientes demain vis-à-vis du changement climatique. Alors, ensuite, troisième point, lorsque l'irrigation est nécessaire, évidemment, nous, on recommande de prioriser les usages et d'améliorer le partage. Donc, nous, ce qu'on considère, c'est qu'évidemment, les cultures à vocation alimentaire humaine sont prioritaires, ainsi que voilà, l'abreuvement des animaux, la bonne tenue sanitaire de l'exploitation, par exemple, mais surtout la question de la culture à vocation alimentaire. Euh, Ce qu'on peut dire aussi, c'est que en fait, l'idée de ces droits historiques à l'irrigation, pour nous, c'est pas une bonne chose. Il faut revoir la répartition en fonction voilà, du type de production et aussi faire en sorte que on puisse installer demain des agriculteurs qui sont sur justement ces productions à vocation alimentaire, etc. Donc, cette idée de figer les droits à l'irrigation sur la base d'une histoire qui n'est plus, d'un contexte pédoclimatique qui n'est plus d'actualité pour nous, c'est pas tenable et donc il faut rebattre les cartes sur cette question du partage de l'eau. Voilà, bon, je passe parce que sinon on va prendre du retard, mais vous aurez le détail là, sur cette slide. Et en tout cas, de la position, hein, vous pouvez la retrouver aussi, je pense, sur le site de la FNAM, mais de toute façon, là, vous avez les points principaux. Et puis, alors, sur la question des retenues d'eau, en fait, on n'est pas forcément opposé, mais bien évidemment, pour nous, c'est sous condition. Donc déjà, bien évidemment, euh, d'un juste partage hein, de cette ressource, avec, voilà, j'ai encore une fois une gouvernance adaptée pour gérer la façon dont on utilise l'eau issue de ces retenues. Bien évidemment, la décision de la création de retenues, pour nous, c'est indispensable que toutes les études préalables qui analysent les risques en fait sur le milieu, les risques enfin, à tous les niveaux, aient été faites de façon correcte et que la décision soit prise sur la base d'éléments tangibles, scientifiques, euh, et que ce ne soit pas simplement des rapports de force qui définissent l'acceptation ou non de la construction de ces ouvrages. Et puis, bien évidemment, pour nous, il ne peut pas y avoir de retenue d'eau s'il n'y a pas en parallèle un travail sur des démarches de transition à l'échelle du territoire, donc engager l'ensemble du territoire autour sur des pratiques agroécologiques et voilà, engager un réel changement des pratiques agricoles telles que présentées précédemment. Donc voilà un petit peu, en gros, les points. Bon, vous pouvez la retrouver plus en détail, mais c'est les principaux points de cette position de la FNAP sur la gestion quantitative. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors, moi, j'en ai toujours pas dans le chat, Delphine. Je suis sûr que... Ah, si, ça y est. Il suffisait de le dire, en fait, hein.
J'ai Pascal Arnac-Potrel qui me demande, est-ce que vous avez de la biblio sur l'impact des retenues d'eau pour l'alimentation? Alors, je sais que mon collègue est en train de faire une revue bibliographique. Alors, sur l'alimentation, pour l'alimentation, c'est-à-dire pour l'alimentation humaine? Alors, attendez. Hop, hop. Alors, Allô, est-ce que vous m'entendez? oui, comme Oui, ça Ouais, sera voilà. bien mieux. Ouais, oui, voilà, c'est mieux par oral, je ce pense. sera plus simple, pardon. Oui, oui, en fait, alors oui, enfin, je commence à rechercher, mais j'arrive difficilement à trouver effectivement des données biblio sur des études, des études d'impact sur l'environnement, des retenues d'eau, mais quelle que soit la taille, hein, sans parler de mégabassines, sur l'environnement dans le cadre de projets agricoles à vocation effectivement alimentaire. Euh, voilà, parce que bon, effectivement, euh, la gestion de l'eau va être une problématique d'avenir et c'est un sujet qui est extrêmement clivant et je cherchais effectivement des données scientifiques, en fait, des études d'impact scientifique, savoir s'il y avait un peu de bibliographie sur le sujet pour pouvoir apprécier l'opportunité de proposer ce genre de projet dans le cadre de nos projets alimentaires, par exemple. Alors, moi, je pense que pour les bassines, l'étude d'impact, elle doit être faite quand même, j'imagine. J'ose pas imaginer une bassine Oui, mais on va construite sans pas. étude d'impact. Dans nos projets locaux, Ok. généralement, on ne réfléchit pas à cette dimension-là. Oui, c'est plutôt des retenues collinaires ou ce genre de Ouais, choses. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, bon, nous, dans les réseaux territoires biopilotes, on a la communauté de communes du Val-de-Drôme, en Biovallée, qui a pris des décisions un peu. Enfin, voilà, il y a des délibérations assez fortes qui ont été prises récemment sur la question de la ressource en eau. Et donc, peut-être vous pouvez vous rapprocher d'eux. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est. Ce que je propose peut-être Antoine, c'est de me faire passer un certain nombre de questions là, qui seront dans le chat et que je les passe à mon collègue et Oui, éventuellement, il pourra vous communiquer des réponses parce que c'est vrai que c'est lui qui est au quotidien sur ces sujets-là et pas moi. Ouais. Et je pense qu'il aura plus d'informations à vous fournir. Donc voilà, il y a deux choses. Je pense que peut-être aller voir des territoires qui réfléchissent ces questions, justement sur la gouvernance, aussi je voyais une question sur la gouvernance. Comment est-ce qu'on rebat les cartes pour une gouvernance qui met autour de la table les différents usagers, et pas que agriculteurs d'ailleurs, hein, parce qu'il y a deux niveaux de, de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut que d'une part, tous les usagers de l'eau bah, soient présents, et puis qu'après, à l'intérieur de la profession agricole, on ait aussi une pluralité de voix qui s'expriment. Donc la gouvernance, on voit qu'il y a beaucoup de choses à revoir, hein. Déjà, c'est pas que des questions agricoles, et puis dans la question agricole, il n'y a pas que la question d'un certain modèle agricole. Donc voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question à mon collègue, et puis s'il a des éléments de biblio, d'études d'impact sur des aspects autour des retenues, qu'il puisse vous en faire part, quoi. Eh ben, c'est gentil, ouais, merci. et puis je ferai l'un de mes rôles de coordinateur de réseau, hein, je ferai le lien effectivement, Delphine, entre les questions et Ok. puis toi ou tes collègues pour permettre justement d'y répondre. Il n'y a pas de problème. J'ai deux autres questions du coup. Alors déjà, j'ai une main qui s'est levée, celle de Jean-Noël Thomas, à qui je vais céder la parole. Et puis j'avais une autre question dans le chat après. Oui, bonjour, donc Jean-Noël Thomas, direction de l'environnement à la région Bourgogne-Franche-Comté. J'avais une petite question justement sur la gouvernance. Déjà, merci pour votre présentation sur tous les volets, hein, c'est très intéressant. Et sur la gouvernance, qui est un peu la ligne de conduite de la FNAB, est-ce que vous, en fait, quand on lit tout ça, on retrouve quand même les PTGE, hein, là, on retrouve un peu Mmh, ce que veulent tout à faire le fait. PTGE. Donc la question, c'était, est-ce que vous savez euh, par rapport à la représentation du monde agricole, si votre réseau, FNAB ou les délégations régionales sont bien invitées, sont bien représentées, comment le message est entendu dans ces instances de dialogue. Au-delà je suppose qu'il y a, en général, il y a les chambres d'agriculture avec les différentes, comment dire, courants des chambres, mais est-ce que la FNAB ou la FRAB, je ne sais pas comment dire, en tout cas pour la région, est bien représentée. Voilà, petite Oui, oui. question Alors en Bourgogne-Franche-Comté, j'avoue, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne plus avant. Mais ce qui est sûr, c'est que pour discuter avec mon collègue, bon, on est globalement identifié. Bon, déjà, on est au Conseil national de l'eau. On a un siège dans chaque comité de bassin.
au niveau des agences. Et après, effectivement, on a plusieurs territoires où on est dans les CLE, dans les PTGE, etc. Mais le problème, c'est que ce n'est pas systématique. Et nous, grâce à l'arrivée de mon collègue sur ce poste-là, l'idée, c'est de véritablement mettre l'ensemble du réseau de la FNAB en mouvement pour être beaucoup plus proactif sur justement se faire reconnaître, participer aux réunions, etc., envoyer le plus possible nos agriculteurs à chaque fois que c'est possible. Alors la difficulté, c'est que, enfin, je sais, hein, pour avoir un peu discuté avec les uns et les autres, même si c'est pas le cœur de mon métier, c'est que ça prend beaucoup de temps en fait de participer à tous ces temps-là et que parfois, voilà, c'est pas évident. On est moins nombreux en fait qu'en gros que les syndicats majoritaires, etc. Et j'ai souvent entendu dire que on était souvent sous-représentés, quoi. C'est-à-dire, on arrive avec en face de nous la profession agricole majoritaire qui est vraiment qui arrive en masse, quoi, qui arrive. D'ailleurs, j'en parlerai après hein, sur le projet de dialogue territorial, parce on a cette question-là. C'est-à-dire que souvent, les agriculteurs alternatifs sont pas ou peu ou sous-représentés par rapport à une profession agricole qui est très organisée et qui est très présente dans ces réunions-là. Donc, comment vous dire? Je pense que globalement, la FNAB est bien identifiée, mais qu'après, j'allais dire, il y a peut-être à nous, notre côté, hein, de mieux s'organiser pour être vraiment bien présent à chaque fois, pour avoir bien des référents professionnels agricoles qui se mobilisent et qui participent. Il y a tout ça. Euh, donc, alors sur Bourgogne-Franche-Comté, il faudrait que je vois comment ça se passe, mais en tout cas, le message est passé dans tout le réseau, hein, toute cette position elle est partagée par tous les chargés de mission. Il y a des choses plus fines sur la question des différentes instances de gouvernance de tous toutes les arènes de discussion qui existent, les CLE, les PTGE, etc., etc. Et oui, l'enjeu qu'on a, c'est malgré le fait qu'on est plus petit, de réussir à être présent un peu partout. Et c'est pas évident. Merci. Merci Delphine. J'ai une dernière question avant de passer donc à la troisième et dernière partie. C'est Cassandra Gourdin qui nous demande si tu as un exemple, s'il y a des exemples de gouvernance partagée. Oui, oui, je pense qu'il y en a. Il y en a. Oui, j'ai pas en tête, mais je pourrais demander à mon collègue un endroit où il y a un PTGE qui a. Je pense que oui, parce que je me souviens avoir participé à une visio qu'il a organisée pour ses chargés de mission eau, où justement témoignait un GAB qui avait montré comment ils avaient réussi à siéger, entre guillemets, dans une instance et que voilà, du coup, ça changeait un petit peu la donne. Donc oui, oui, il y en a. Alors après, je ne sais pas à quel niveau c'était. Est-ce que c'était dans un PTGE, dans un CLE donc ça, c'est pareil. Je pourrais vous donner des exemples. Là, j'ai pas en tête. Oui, ou ce qu'on pourra Je suis faire désolée, aussi hein, sur cette peut-être. partie, je fais la porte-parole de mon collègue, mais c'est vrai que je suis pas Non, quotidiennement sur mais ce qu'on pourra faire, alors oui, ce que précisait Cassandra Gourdin, parce que qui est animatrice d'un projet alimentaire territorial hein, en Bourgogne-Franche-Comté, elle demandait au niveau d'un PAT, en fait, une gouvernance partagée au Ah, niveau d'un PAT, d'un ah oui, oui, PAT. oui. Alors ça, il y en a. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé avec le Pays des Châteaux, par exemple, en Centre-Val de Loire. Et eux, ils ont mis en place un conseil local de l'alimentation qui, je crois, fédère 150 acteurs. C'est énorme. Donc, ils ont pris tous les acteurs de la sphère agricole et alimentaire. Mais vous voyez la difficulté, mais ils y arrivent, hein, parce que bon, ils sont très motivés. Donc, en fait, ils ont leur PAT qui s'adosse sur ce conseil local de l'alimentation. Le conseil local de l'alimentation, en fait, il se réunit régulièrement. Les grandes décisions sont mises un peu en discussion autour de ce CLA et il y a des votes qui sont, enfin, des décisions qui ressortent en fait des échanges. Et ensuite, ce qui ressort des discussions du CLA est ensuite appliqué dans les fiches projets ou les orientations du PAT. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que, si vous voulez, dans ces instances-là, on peut avoir les courants majoritaires ou les lobbies, on va dire, mais du fait de cette ultra représentation de tous, et bien finalement, les chambres d'agriculture, par exemple, deviennent un acteur parmi d'autres qui peut tout à fait faire entendre sa voix, mais qui est obligé à un moment donné d'acter de prise de parole ou de positionnement d'autres acteurs qui sont aussi légitimes sur le territoire. Et l'élu, je me souviens, me disait sur le territoire, pour nous, c'est parfait parce qu'en fait, plus personne après ne peut remettre en cause parce que les gens sont tous invités, ils voient bien la teneur des propos, ils voient bien ce que pensent les autres et on n'est plus dans une relation bilatérale. Et ça, c'est hyper important. L'élu il me disait, moi, aujourd'hui, je ne veux plus de relations bilatérales. Voilà, je ne fonctionne plus comme ça. Je suis à la tête d'un territoire. On représente l'intérêt général. On a des enjeux de préservation des communs. Il y a des usagers qui sont divers et variés. Il y a des problématiques diverses et variées. On ne peut pas confier ces décisions-là à une poignée d'acteurs, à certains, à ceux qui parlent plus fort. Donc, je ne veux plus
de relations bilatérales avec certains acteurs de mon territoire. Je veux que les décisions soient portées collectivement, et que chacun prenne ses responsabilités ensuite par rapport à un projet collectif. Donc voilà, donc ça c'est un exemple que j'ai en tête, un pays des châteaux avec un gros conseil local de l'alimentation. C'est pas simple, hein, parce que je veux dire, plus il y a d'acteurs, plus que ça complexifie aussi les choses, hein, c'est sûr. Merci Delphine. On peut peut-être passer maintenant à la troisième partie parce que je vois que l'heure avance. De toute façon, Oui, toutes ces questions, on pourra aussi mettre les uns et les autres, les unes et les autres, en contact directement avec ton collègue, hein, Clément. oui, tout à fait, ce sera plus simple. Effectivement, je vous donnerai ses coordonnées juste après. De toute façon, on a pris les questions au fur et à mesure, donc je me dis, bon, c'est pas. Mais alors, oui, il faut quand même que je vous dise un mot sur ce projet de dialogue territorial et pollution diffuse, mais du coup, je vais aller ici. Voilà, il nous reste un gros quart d'heure à peu près. Donc on peut quand même y aller tranquillement. Ok, Tranquillement mais sûrement. voilà. Alors, je vous présente le projet dialogue territorial. C'est un projet qui existe à la FNAB depuis 3 ans, 2 ans et demi. Donc, à l'origine de ce programme, il y avait un constat, c'est que les politiques de protection des aires d'alimentation de captage d'eau potable rencontrent plusieurs difficultés dans leur mise en œuvre. Et parmi elles avaient été constatées par la FNAB et puis le partenaire École du dialogue territorial, que je vous présenterai après, globalement un manque d'accompagnement, un manque d'outillage des animateurs chargés des démarches de protection de captage au sein des collectivités et des syndicats. Donc l'idée, c'était de faire appel à la pratique du dialogue territorial, qui vise à créer une dynamique collective propice à la réduction des pollutions diffuses, en dépassant les rapports de force et des clivages, tout en intégrant les préoccupations de chacun des acteurs concernés. Donc voilà, donc bon, il y a ce partenariat, alors j'étais pas à la FNAM moi à l'époque, mais qui a été noué entre l'école du dialogue territorial, hein, qui est, enfin, qui est un consortium de consultants en fait qui travaillent ces questions-là avec une méthodologie bien rodée, qui connaissaient des personnes à la FNAB et donc ils ont décidé de s'associer pour voir comment la pratique du dialogue territorial pouvait enclencher des changements de pratique intéressants sur les captages prioritaires. Voilà, donc les pilotes, c'est la FNAB et l'école du dialogue territorial. C'est un programme en 3 tranches sur 3 ans et demi et qui se terminera en 2025. Donc, les étapes du projet. En fait, les 2 premières années, il y a des collectivités qui ont été engagées dans un dispositif de formation et d'accompagnement individualisé. Donc, il y a eu des appels à candidature, à manifestation d'intérêt. Donc, il y a une douzaine de collectivités qui a été accompagnées en année 1, puis ensuite une seconde vague de collectivités qui ont bénéficié des apports de l'école du dialogue territorial. Donc ça, cette partie-là, elle était véritablement menée par l'école du dialogue territorial, qui était composée voilà, de plusieurs personnes qui chacune avait pour mission de suivre de façon plus particulière telle ou telle autre collectivité du programme. Donc, en gros, l'accompagnement, c'était à la fois des formations pour l'ensemble des bénéficiaires du programme, des formations au dialogue territorial, et puis un accompagnement au fil de l'eau en fonction des problématiques que rencontraient les collectivités. Il y a eu aussi un volet de mise en réseau de ces collectivités, de façon à ce qu'elles puissent partager sur leurs difficultés, etc., et échanger sur leurs pratiques. Donc là, c'était sous forme notamment de visio, de rencontres, où là, la FNAB était aussi présente. Et puis, la troisième année, c'est un peu différent. En fait, l'idée, c'est de capitaliser, de valoriser, de diffuser les enseignements issus justement de ces 2 premières années du programme. Donc, si vous voulez, pendant 2 ans, des choses ont été dites, les participants, les bénéficiaires ont fait remonter un certain nombre de choses. Et puis, l'idée, c'est de tout rassembler la matière pour en tirer un peu des enseignements. Alors, ce qui est important, c'est les 2 questions fil rouge qui vont guider notre travail là, dans la dernière année du projet, enfin, dernière année et demie, puisque c'est sur 15 mois, cette dernière tranche de capitalisation. On a fait ressortir 2 questions principales. Donc, d'une part, comment faire en sorte que les animateurs captage s'emparent plus facilement du dialogue territorial et le mettent en œuvre, excusez-moi, il y a une faute, et le mettent en œuvre sur leur territoire. Et puis, alors ça, c'est plus la question qui intéressait l'école du dialogue territorial. En gros, c'est les freins et les leviers pour une bonne prise en main des outils pratiques et méthodologiques du dialogue territorial dans un territoire. Et puis, la question qu'on a ajoutée, nous, côté FNAB, en termes de questions de recherche, c'est en quoi et comment le dialogue territorial peut être un outil efficace au service du changement de pratique vers l'agroécologie et notamment
l'agriculture biologique afin de préserver durablement la qualité de l'eau. Donc là, vous voyez, la question elle est un peu différente, c'est de se dire, le dialogue territorial, qu'est-ce que ça produit et en quoi c'est intéressant si on veut aller vers un changement de pratique un peu, pas radical, mais en tout cas ambitieux vers la bio. Sachant que le dialogue territorial, c'est plus un processus, c'est plus une méthodologie de concertation, de médiation, de négociation. Mais j'allais dire, le dialogue territorial, on peut l'appliquer en fait dans plein de contextes différents et pas simplement sur les captages prioritaires. Et donc, voilà, on peut d'un côté interroger la pertinence de l'outil méthodologique, enfin du process. Et puis nous, ce qui nous intéressait, c'est de se dire, cet outil-là, est-ce qu'il est suffisant? Oui, non, à quelles conditions? Pour engager un réel changement de pratique vers la bio. Donc un petit rappel là sur ce qu'est le dialogue territorial. Donc là, je reprends une slide de l'école du dialogue territorial pour montrer qu'en fait, le dialogue territorial, c'est un peu à la croisée entre des choses en termes de concertation, de médiation, de négociation, et que l'idée, c'est bien d'aller sur une décision collective, de mettre en place un certain nombre d'actions euh, en adéquation avec un objectif qu'on s'est fixé au démarrage du dialogue territorial. Donc, en gros, là, de la négociation, de la concertation, de la médiation, afin d'arriver à prendre collectivement des dispositions pour réduire la pression en polluant sur un captage prioritaire. Donc, ça, c'était voilà, la thématique qui nous occupait. Et puis, là, je reprends aussi des éléments de définition de l'école du dialogue territorial. Donc, pour elle, les objectifs du dialogue territorial, c'est deux choses. C'est un objectif opérationnel, qui est de l'ordre de la résolution de problèmes, de conflits. Donc, avec l'idée de construire une vision commune du problème posé, d'améliorer la qualité et la pertinence des solutions proposées, et de favoriser l'acceptation et l'appropriation sociale du projet, de l'action publique. Et puis, il y a aussi un objectif relationnel, d'améliorer le lien entre les acteurs du territoire, donc favoriser la compréhension mutuelle et la coopération, accroître la participation des citoyens à la vie publique, renforcer la légitimité des décideurs. Voilà, donc après, à partir de là, la définition qui est donnée par l'école du dialogue territorial, c'est le dialogue territorial est une démarche de concertation multi-acteurs entre toutes les parties prenantes concernées par un projet environnemental local et qui peut les impacter dans leurs activités professionnelles ou privées. Cette démarche est menée par un médiateur formé qui répond à un ensemble de principes et de règles. Voilà. Donc, je ne m'étends pas davantage. Juste, je voulais vous partager les premiers enseignements. Alors, il faut savoir que cette partie de capitalisation-valorisation, elle démarre tout juste. Et que, en plus, moi, n'ayant pas suivi les collectivités, et que cette partie capitalisation auprès des collectivités est confiée à l'école du dialogue territorial, moi, en fait, dans un premier temps, je me suis focalisée sur les salariés du réseau de la FNAB qui ont pour mission d'accompagner les collectivités sur la préservation de la ressource en eau. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et parmi ces salariés-là, certains ont suivi la formation, la session de sensibilisation au dialogue territorial. Donc là, j'ai enquêté des salariés qui ont suivi cette formation, mais surtout, je les ai interrogés sur leur ressenti concernant la manière dont les collectivités appréhendent cette question de la concertation, du dialogue territorial, comment elles abordent la question du changement de pratique et qu'est-ce qu'elles font pour réussir à enclencher des actions ambitieuses sur leur aire d'alimentation de captage. Donc moi, je me place d'un point de vue plus réseau de la FNAB, où nous, bien évidemment, on a l'objectif que les plans d'action qui soient mis en place sur ces captages soient des plans d'action qui aillent vers des pratiques agroécologiques ambitieuses et notamment la bio. Donc, en fait, les personnes que j'ai interrogées, elles m'ont pas spécialement parlé uniquement de la méthode du dialogue territorial, mais elles m'ont plus parlé de comment elles perçoivent le travail, la façon dont les collectivités conduisent le travail sur ces aires d'alimentation de captage pour produire du changement. Voilà. Donc, ce que je peux vous livrer comme premier résultat, c'est que ce qui ressort énormément, mais je pense que je ne vais rien vous apprendre, c'est la question du portage politique. Ce qui m'a été dit quasiment à chaque fois, c'est que globalement, il n'y a pas assez de portage politique et qu'il n'y a pas de stratégie explicite de la part des élus locaux comme des agences de l'eau. Alors, le problème, c'est que c'est un peu une synthèse. Donc, c'est pas évident de synthétiser des enquêtes parce que, bon, et voilà, il peut y avoir des degrés plus ou moins forts dans ce qui a été dit, mais globalement, il n'y a pas forcément d'objectifs clairement énoncés, de stratégie clairement livrée en fait aux parties prenantes du dialogue ou de la concertation localement. Et que de ce fait, selon les personnes que j'ai interrogées, ça ne permet pas d'aboutir à un plan d'action cohérent
qui soient reliés à des objectifs clairement énoncés. Donc, pour eux, en fait, sans stratégie au départ, sans portage politique fort au départ, on ne peut pas s'attendre à ce que les actions aient un impact réel. Donc, c'est un peu comme si le travail était un peu biaisé du fait qu'il manque ces orientations fortes au démarrage, en fait, de la discussion. Donc voilà, donc là, j'ai relevé un peu des phrases qui m'ont été dites, comme par exemple, je considère que le territoire ne fournit pas les objectifs clairs aux acteurs. C'est pourtant au territoire de rappeler les enjeux et les objectifs, d'indiquer par exemple qu'il faut 20% de bio sur l'aire d'alimentation de captage, et à partir de cela, de demander aux acteurs de réfléchir à la manière d'y parvenir. Lorsque la collectivité sait précisément ce qu'elle veut, elle arrive à embarquer les acteurs qui finissent par la suivre. Voilà. Dans la même veine, globalement, ce portage politique, d'après les interrogés, il n'est pas suffisant parce que souvent, les élus ne se sont pas suffisamment saisis du sujet. Ils ne sont pas forcément sensibilisés et formés sur les problématiques liées à la gestion qualitative de l'eau et ils ne voient pas toujours le lien entre pratiques agricoles et qualité de l'eau. Donc, pour les personnes que j'ai interrogées, en fait, ce dialogue territorial, cette concertation, ces discussions sur les aires d'alimentation de captage gagneraient grandement en efficacité si une formation de base était proposée en fait aux décideurs, aux élus, pour qu'ils comprennent bien en fait ce qui se joue, comment en fait les pratiques impactent les milieux. Euh, et voilà, les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit c'est difficile en fait de mettre en place quelque chose d'ambitieux si on n'a pas conscience en fait des impacts délétères de telle ou telle pratique. Donc cette formation, elle permet d'ancrer de façon tangible, scientifique, un certain nombre de problématiques. Et ce qui m'a été dit aussi et que j'ai trouvé intéressant, c'est que si on a des élus locaux ou des décideurs qui n'ont pas le socle de base de connaissances techniques, ce qui m'a été dit, c'est qu'en fait, dans les instances de discussion, dans les discussions, en fait, ceux qui prennent toujours ceux dont on ne remet pas en cause la question, c'est justement les agriculteurs qui ont ces connaissances techniques. Et en fait, comme en face, les personnes n'ont pas ces connaissances, eh bien, on ne peut pas remettre en cause, en fait, les dires par exemple, de la profession agricole majoritaire qui va avancer tout un tas d'arguments en disant ben, le désarmage mécanique, on ne peut pas le mettre en œuvre pour telle et telle raison, ça, c'est pas possible, ça, c'est trop difficile, ça et ça. Et c'est vrai que si en face, on n'a pas les connaissances, eh bien, on ne peut que finalement prendre pour argent comptant, quelque part, la parole d'une des personnes qui est très technique et qui est présente dans la discussion. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui m'a été dit. Puis on a aussi dans les salariés des GAB, tous ne sont pas des ingénieurs agronomes pointus. Et c'est vrai que c'est un point qui est un peu inconfortable quand finalement tous les échanges sont uniquement cristallisés autour de la question technique. On pourra en parler, hein, je suis très preneur de vos avis là-dessus. Avec le portage politique, on a la question de la gouvernance, donc ça revient toujours. Donc, ce qui m'a été dit, c'est que globalement, il n'y a pas assez de représentation des associations environnementalistes. Et là, je pourrais dire aussi, je ne l'ai pas mis, mais c'était tellement évident que j'ai oublié de le mettre, c'est voilà, les différents courants alternatifs en matière agricole qui proposent d'autres modèles agricoles ne sont pas suffisamment représentés. Et puis, ce qui m'a été dit aussi, c'est que souvent, les règles du jeu, finalement, ne sont pas forcément claires. Et que parfois, on a tout un tas d'acteurs qui sont invités, à qui on demande de lister les actions qui leur sembleraient pertinentes. Et puis après, des discussions autour de ces actions se passent. Mais parfois, eh bien, il peut y avoir des cas où finalement, il n'y a pas de financement suffisant pour couvrir telle ou telle action sollicitée par telle ou telle. Et donc là, j'ai l'exemple d'une concertation qui a eu lieu sur une région donnée, où finalement les agriculteurs avaient été invités à la discussion et ils avaient proposé plein de choses, mais en disant bien, nous, si on nous rémunère ou si on nous compense telle ou telle pratique, bien évidemment, on est d'accord pour, je ne sais pas, maintenir des prairies en bord de rivière ou autre. Et en fait, on les laisse parler, on prend note de ce qu'ils disent, mais en fait, à aucun moment on leur dit, oui, mais en fait, il y aura pas d'argent, il n'y a pas d'argent prévu pour justement vous dédommager sur le maintien d'une prairie ou autre. Donc ça, c'est problématique et globalement, ce qui m'a beaucoup été dit, c'est que c'est bien beau de mettre en place une feuille de route, mais s'il n'y a pas les financements nécessaires et suffisants pour la mise en œuvre de ces actions, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a un double risque. C'est d'une part de démobiliser les gens qui étaient venus, qui ont plein d'idées, mais finalement, ça aboutit pas parce qu'il n'y a pas d'argent en face. Et puis, tout simplement, pas de financement, pas d'ambition dans les actions. Voilà. Et puis, alors, parfois, ce qui m'a été dit, c'est que
la façon dont on fait fonctionner les instances de concertation peut parfois exacerber les rapports de force entre les parties prenantes. Donc, je vous cite la phrase qu'on m'a donnée. S'il y avait une gouvernance avec un chef de file, la Comcom ou le syndicat, qui donne les orientations, ce serait pertinent. Mais là, les parties prenantes sont toutes mises au même niveau, avec des intérêts divergents et un chef de file qui ne donne pas d'orientation. Donc, c'est le plus fort qui gagne. Voilà, donc ça, j'avoue que cette phrase-là, elle m'a beaucoup interpellée. Parce que d'un côté, on dit dans la gouvernance, effectivement, il faut mettre tout le monde autour de la table, etc. Mais en même temps, s'il n'y a pas au départ un objectif clairement énoncé, bah, effectivement, le risque est grand que finalement, les plus nombreux, ceux qui parlent les plus fort, bah, ce soit eux qui gagnent, en fait. Et là, on est quand même très loin de l'idée d'une concertation, d'une co-construction, d'une vision partagée. Et puis, dans la même veine, ce qui choque parfois, c'est que finalement, les donneurs d'ordre, bah, les collectivités locales, les agences de l'eau, bah, en fait, demandent aux prestataires qui sont présents pour le changement de pratique, donc notamment les chambres, les groupements bio, et bah, finalement de prendre des décisions comme si c'était eux les donneurs d'ordre. Et donc là, j'ai un chargé de mission qui m'a dit, tout le monde dit ce qu'il veut faire et comment le faire, mais ce n'est jamais mis en regard d'une finalité et d'un objectif clair fixé dès le départ. C'est à la politique publique de mettre les moyens sur ce qui est attendu. On constate un manque de courage politique, aussi bien du côté des collectivités que du côté des agences. Donc, ça, en gros, l'idée, c'est. Alors, c'est vrai que ça ressort peut-être pas très bien sur ma phrase, mais vraiment cette idée d'un rapport de force qui est inversé, c'est-à-dire que celui qui était le maître d'œuvre, eh bien, laisse son rôle de maître d'œuvre à celui qui normalement est un maître d'ouvrage. Euh, les GAB et les chambres d'agriculture sont là pour mettre en place des décisions issues d'une politique publique ou d'objectifs liés à des enjeux de politique publique ou d'intérêt général. Mais en fait, on les laisse un peu livrer à eux-mêmes dans une instance de concertation où finalement, on leur demande eux-mêmes de prendre des décisions, de fixer des objectifs, de mettre le curseur sur un niveau d'ambition. Et la personne que j'ai eue dans le réseau FNAM me disait, mais c'est quand même incompréhensible. C'est la première fois qu'on demande à un prestataire, finalement, de définir lui-même et les actions et le niveau d'ambition. C'est comme si on avait un marché public d'une collectivité qui dit, bah, en fait, je vais vous payer pour que vous décidiez vous-même ce que vous allez faire et quel niveau d'ambition. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui choque. Et d'ailleurs, même les bios, c'est-à-dire que la personne me disait, mais même nous, en tant que représentants de la filière bio, c'est pas à nous de définir voilà, les objectifs. C'est bien à la force publique, au nom de l'intérêt général, de le faire et pas aux personnes qui sont là, normalement, plutôt comme des prestataires. Et puis, dernier point, sur l'ambition des actions, globalement, il y a quand même une déception, c'est-à-dire que parfois, ces discussions permettent alors, de lever les conflits. Ce qui ressort, c'est que c'est intéressant, le dialogue territorial, pour dépasser des conflits sur des territoires, mettre les gens autour d'une table, les amener à échanger, à s'écouter. Donc ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours cette difficulté à passer à quelque chose d'ambitieux. Et d'après les personnes interrogées, c'est notamment lié à ce manque de portage politique et de définition d'une stratégie claire en amont en fait, du dialogue territorial. Et du coup, ça aboutit à des mesurettes, on va dire, ou à des- un catalogue d'actions qui ne sont pas forcément reliées entre elles. Et la phrase là qu'on m'a dite, c'est on fait toujours des petites actions au rabais. Et puis une collectivité, donc là je sors un peu de l'enquête auprès des salariés du réseau, mais je me souviens d'une collectivité en réunion qui m'avait dit, c'est bien gentil de dialoguer avec tout le monde, mais si in fine les actions proposées ne répondent pas aux objectifs de gestion de l'eau, il y a un problème. Nous, on a bien un programme d'action, mais il n'est pas ambitieux. C'est sûrement parce que nous n'avions pas les bonnes personnes autour de la table. Il y avait beaucoup d'agriculteurs récalcitrants, des représentants de la coopérative locale, des agriculteurs venus pour défendre la profession, mais très peu d'agriculteurs en agroécologie, de citoyens et d'associations environnementales. La méthode a vraiment permis d'apaiser les tensions, mais pas de construire un programme d'action ambitieux. Voilà, les quelques points que je voulais. Alors, il y a d'autres choses, mais je voulais pas. Bon, comme je disais à Antoine, j'ai pas fini d'analyser. Je vais sûrement un peu étoffer, enrichir tout ça. Donc, dans ce que je vous ferai passer comme PowerPoint, il n'y aura pas encore les éléments de l'enquête parce que voilà, c'est un peu mouvant pour le moment. Je suis en plein dessus. Mais sachez que l'idée, c'est bien de produire des livrables diffusables à l'issue de ces analyses sous forme de vidéos, de fiches pratiques, de portraits de collectivités. Et donc, vous aurez de la matière, mais malheureusement, c'est pas tout de suite. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis désolée, j'ai un peu dépassé. Et si on a le temps encore pour quelques questions, bien évidemment, je suis à votre disposition. Merci, merci beaucoup Delphine. Alors effectivement, on a un peu dépassé, mais en même temps, je trouve que le sujet est important et on peut se donner
une dizaine de minutes supplémentaires ou en tous les cas ce qu'il faut en termes de temps pour répondre à des questions. Je ne sais pas. Alors là, j'ai quelqu'un qui s'en va, mais qui dit merci notamment pour cette dernière partie sur la gouvernance. Mais donc, s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions, en tous les cas, sur cette dernière partie, ou s'il faut revenir sur bien les deux premières parties, n'hésitez pas. Donc, on peut se prendre quelques minutes pour ça. Euh, Vous levez la main ou vous mettez des questions dans le chat. Moi, je retiens notamment dans ce que tu as pu dire, Delphine, enfin, c'est revenu, tu as insisté à plusieurs reprises. Voilà, il y a encore des gens qui te remercient et qui s'en vont. Merci à Euh, vous. Peut-être mais je peux laisser, je vais marquer dans le chat au moins le mail de mon collègue. C'est Clément oui, Charbonnier. Enfin, je le note dans le. Parce que faut pas hésiter à le contacter, hein, voilà. ok. Alors, Euh, oui, j'allais relever le fait que tu avais beaucoup insisté sur qui on met autour de la table. C'est revenu à plusieurs reprises hein, dans tes propos, donc je trouve ça assez intéressant et qu'on pourrait préciser un petit peu tout ça. Mais là, j'ai une question de Jean-Noël Thomas qui a levé la main, donc on vous écoute. Oui, j'ai réussi à remettre le son. Oui, merci à nouveau pour cette présentation. Moi, je reviens souvent, parce que c'est un outil que je connais et je pense dont il faut faire la promotion, le PTG. Je pense que, alors, vos témoignages, ils sont assez durs, hein, mais je pense qu'ils sont assez objectifs. Ils viennent du terrain. On voit bien le manque d'ambition, de moyens humains, financiers, le courage politique. Enfin, c'est des mots qui sont sortis voilà, heureusement qu'on n'est pas, je sais pas s'il y a des élus dans, dans, dans notre chat, enfin dans notre webinaire, dans notre café. Mais par rapport au PTG, je me demandais, par rapport aux remarques que vous avez faites à l'outil de dialogue territorial, est-ce que dans le cahier des charges, parce que je sais que souvent il y a un animateur, enfin, il y a un tiers hein, qui anime ces PTGE. Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer, du coup, dans le cahier des charges, un aspect dialogue territorial, de la méthode, au moins pour pallier, alors ça ne va pas empêcher le courage politique, enfin, les autres choses, mais au moins l'amont, c'est-à-dire fixer des objectifs, apaiser équilibrer, enfin, les dialogues, les échanges, etc. Peut-être qu'il faudrait voir avec l'État, les représentants peut-être c'est les DREAL hein, qui portent ça chez nous au niveau de la région, voir avec les agences de l'eau comment on peut intégrer cet outil-là hein, de dialogue territorial qui est intéressant par ailleurs, hein, qu'on essaie de mettre en place, mais c'est oui, pas évident, au moins dans le cahier des charges des PTG. Au moins, voilà, c'est un outil qui existe, qui est promu, hein, dont on fait la promotion. Enfin, l'État fait la promotion parce que c'est le seul un peu officiel qui traite de la partie Cali, Canti, hein, enfin, qui est au cœur du sujet de l'eau. Enfin, moi, j'estime, et c'est pour ça que je me suis inscrit à ce café, que l'agriculture biologique est en effet une réponse, pas la réponse, mais une réponse à améliorer la situation, quoi. Ouais, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque, comment on pouvait améliorer l'existant, quoi. Je sais pas ouais, moi, je si, suis complètement d'accord. Moi, ce que j'ai du mal à. Sincèrement, là, j'ai pas la réponse, mais parce qu'aussi, bon, il y a un biais, c'est que moi, je suis arrivée il y a un an à la FNAP, que j'ai pas suivi la formation au dialogue territorial, et que j'ai du mal à me rendre compte en quoi le dialogue territorial, finalement, est un processus d'animation pour la médiation, la concertation, la négociation autour de discussions sur le captage, ou en fait, dans quelle mesure elle intègre en amont la question du portage politique. Et ça, j'ai du mal à le voir, parce que autant je sais que bon, en première année, il y a eu cette remontée, comme quoi, en fait, c'est très bien le dialogue territorial, mais on n'a pas au départ l'orientation politique claire. Et donc, bon, dans les recommandations qu'on va faire, moi, enfin, en tout cas, je pense, si c'est pas inclus dans le dialogue territorial, qu'au départ, il y a cette question du portage politique qui nécessite sans doute un temps avec les élus locaux du territoire, de bien débroussailler les questions, de bien faire le point sur les impacts, les enjeux, etc. sur le territoire. Et je me demande, mais c'est encore une fois, je n'ai pas tout au clair, je me demande si ça, c'est pas l'étape 1 et qu'après l'étape 2, c'est véritablement l'animation des discussions avec les méthodes du dialogue territorial, où effectivement, on a une personne neutre, qui a une posture neutre, qui anime les échanges. Et ça me semble tout à fait valide. Moi, le deuxième biais que j'ai, c'est que les personnes que j'ai interrogées, c'est des personnes du réseau de la FNAB, et qu'en fait, elles ont suivi la session de sensibilisation du dialogue, mais en fait, elles ne sont pas concernées par ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans une posture d'animation du dialogue territorial, et que elles, leur challenge, enfin, le challenge de ces salariés-là, c'est pas du tout d'animer du dialogue territorial, c'est d'être présent
dans les discussions. Et donc, le combat de mes GAB, c'est de toquer pour dire oh, oh, on existe et on voudrait faire partie de ce dialogue, du processus du dialogue territorial. Alors, ce qu'ils m'ont quand même dit, c'est que certes, nous, on n'aura jamais cette posture neutre d'animer. C'est pas du tout la demande qu'on a et c'est pas du tout notre rôle. Et nous, on est là pour porter, faire en sorte que la voie de la bio puisse être reconnue comme une voie intéressante pour réduire les pollutions, mais on ne sera pas dans l'animation. Mais par contre, le fait de connaître la méthode du dialogue territorial nous permet aussi de le conseiller aux collectivités et de prendre pleinement notre part. Donc voilà, donc, juste pour vous dire que moi, je vous rejoins, mais c'est juste que là où je ne suis pas au clair, c'est est-ce que le dialogue territorial intègre bien cette étape préalable de mobilisation politique? Merci Delphine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, hein? Je vois que l'heure commence à tourner sérieusement. D'autres questions, une précision à apporter par rapport à tout ce qui vient d'être dit là, hein, sachant qu'encore une fois, on va tout retrouver sur le site et que par ailleurs, vous pourrez aussi vous adresser directement à Delphine ou donc à Clément, puisque Delphine a mis le mail pardon, de Clément Charbonnier, son collègue, hein, dans le chat, et on vous redonnera également tout ça. Bien, je vois que voilà, je pense que il est 11h moins le quart, donc il va être temps de retourner les uns vers les uns les autres vers ces missions et autres. Ce que je peux également vous dire, pour donc conclure tout doucement, c'est que le dialogue territorial sera au cœur, hein, des ateliers de l'eau, notamment. Donc on organise, hein, je vous le rappelle encore, le 1er octobre à Cluny. Ça constitue vraiment cette question de la gouvernance aussi, du portage politique, enfin de tout ce qui vient être dit dans cette dernière partie. Ça constitue vraiment l'un des cœurs des différents du sujet qu'on abordera donc à Cluny. Il y a bon, vous avez le programme, je vais pas vous le refaire là. Et puis on va sortir en septembre un numéro spécial, donc juste avant Cluny, de repères. Donc on a une nouvelle formule du repère Flash, une publication d'Alter qui va sortir donc en septembre. Et cette nouvelle formule sera consacrée au sujet de l'eau et de l'alimentation. Donc on reviendra notamment sur ce qui a été dit là, et il y aura aussi quelques éléments autour du dialogue territorial. Bref, on va continuer à creuser ce sujet-là. Et on vous informera régulièrement là-dessus. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente et présent. Je remercie beaucoup Delphine également pour cette intervention. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Je vous dis un très très bel été. Je vous souhaite plutôt, je vous dis aussi, hein, mais je vous souhaite un très bel été. On se retrouve en septembre à la rentrée. Et j'espère vous retrouver surtout très nombreuses et nombreux à Cluny, évidemment, les 1er et 2 octobre. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci tout le monde. Merci. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.